Les grands rendez-vous Diamant. Bienvenue à ce troisième grand rendez-vous Diamant, rendu possible grâce au service de la culture de la Ville de Québec. Lors du troisième grand rendez-vous Diamant, en mars 2023, Robert Lepage s'est entretenu avec Anaïs Barbeau-Lavalette devant une salle comble au Théâtre Le Diamant, quelques semaines avant les représentations de Pas perdu. Anaïs Barbeau-Lavalette est une artiste multidisciplinaire née à Montréal. Elle grandit dans un milieu artistique et commence à travailler très jeune dans l'industrie cinématographique québécoise. Elle réalise plusieurs longs-métrages documentaires primés, tels que Les Petits Princes des Bidonvilles, Si j'avais un chapeau, Les Grands Géants, Se souvenir des cendres, Le plancher des vaches et Ma fille n'est pas à vendre. Elle réalise également des films de fiction, notamment Le Ring, Inch'Allah, La déesse des mouches à feu et son plus récent, Chien blanc, une adaptation du roman éponyme de Romain Gary. En plus de son travail cinématographique, elle est l'autrice de plusieurs livres, dont les romans Je voudrais qu'on m'efface, La femme qui fuit, Femme forêt et Femme fleuve, ainsi que du livre pour enfants Nos héroïnes et des chroniques de voyage Embrasser Yasser Arafat. En 2012, elle a été nommée artiste pour la paix par la Coalition pour la paix et la justice en Palestine. Anaïs Barbeau-Lavalette est également une militante pour la cause environnementale et est cofondatrice du mouvement Les Mères au front. Place à la discussion. Alors, bon après-midi, bon début de soirée tout le monde. Bienvenue à ce troisième grand rendez-vous du Diamant. Bienvenue Anaïs. Merci. Un honneur. On est tous très fébriles de t'avoir avec nous ici au Diamant. D'abord, vous dire qu'Anaïs arrive de France. Elle était, tu étais dans 2 festivals, oui, un en Belgique. Un petit condensé de voyages festivaliers avec Chien blanc, dans le fond, en France puis en Belgique. Donc, tu es décalé. Un petit peu, mais toi aussi, je pense. Moi, je suis décalé de 5 heures. J'ai une heure d'avantage sur toi. Toi, t'es toujours décalé, je pense. Oui, c'est ça, on est deux. On est toujours un petit peu... En fait, ce qui est difficile d'avoir une conversation, en tout cas, de préparer une conversation avec toi, c'est qu'il y a beaucoup. Je pensais que j'en faisais trop, mais évidemment, toi, ça n'a comme pas de bon sens. Et il y a des artistes comme ça, puis c'est pas de la flagornerie, là, il y a des artistes comme ça au Québec. On sait qu'il y a toujours comme un artiste qui émerge, bon, qui fait des vagues. Puis à un moment donné, bon, ça se calme, puis il y a un autre artiste qui prend le relais, qui fait des vagues, tout ça. Toi, tu es un véritable tsunami, je dois le dire, depuis une dizaine d'années. Et je me permets de le dire parce que je le dis à plein de mes amis, j'ai toujours le tsunami. Ce que tu fais est remarquable. Et comme un tsunami, c'est pas juste que tu fais beaucoup de vagues, tu bouleverses les choses aussi. Tu fais pas juste te distinguer, tu nous touches, tu nous bouleverses et tu changes les choses. Et tu fais pas juste changer les choses au niveau du contenu, mais aussi au niveau du contenant. Et j'espère qu'on va pouvoir entrer là-dedans de façon un petit peu plus chirurgicale ce soir, parce que j'aimerais bien comprendre. Nous, on essaie de changer les choses, mais c'est toujours des longs processus. Toi, on dirait que tu es tombé dedans quand tu étais jeune. Donc, alors, on va commencer par, sûrement que tu n'aimeras pas ça, on va commencer par ton pedigree. OK. Parce que c'est pas banal. Bon, alors, ton grand-père maternel, du côté de ta mère, c'est Marcel Barbeau. Évidemment, un grand peintre québécois, un sculpteur également, qui a fait partie des automatistes, signataire du Refus global. Marié pendant un temps avec Suzanne Meloche, qui elle aussi était poétesse, plasticienne, automatiste, et qui, évidemment, qui est le personnage qui a inspiré La femme qui fuit. Ta mère, c'est nulle autre que Manon Barbeau, grande cinéaste, documentariste, entre autres, qui a réalisé Les enfants de Refus global. En 2003, elle a fondé le Wapikoni Mobile, qui est le studio ambulant de création audiovisuelle musicale qui prend la route dans les communautés autochtones, auxquelles tu participes, toi aussi, depuis quelques années, je pense. Enfin, j'ai participé pendant 6 ans, OK. dans une communauté algonquine à Kitsakik. Et ton père, Philippe Lavalette, qui est un directeur photo et un réalisateur. Alors bon, moi, si j'avais été élevé dans un milieu comme ça, je ne ferais pas de cinéma, je ferais pas de... J'ai failli pas en faire, là, vraiment. Ah, c'est vrai? Ben oui, comme toute bonne adolescente, là, à un moment donné, j'ai fait le cinéma, puis j'ai vraiment résisté à ces chemins déjà pavés. Avec, je pensais vraiment que j'allais réussir à faire autre chose. Ça a tenu 1 an à peu près. Ah ouais? Mais c'est quand même pas mal. Ouais. Non, je me disais, je m'intéressais beaucoup au travail social. Mm-hmm. Je suis partie pendant 1 an, c'est ça, au Honduras, là, entre le secondaire puis le cégep. Puis j'ai fait du théâtre avec les enfants des bidonvilles. Puis
c'est vraiment à ce moment-là, on dirait que la caméra est revenue dans mes mains un peu comme un magnifique accident, en me disant que si je racontais cette histoire-là, je pensais que ça pouvait avoir une répercussion sociale, peut-être plus durable que certains gestes concrets. Là. Mais au départ, tu pensais que le théâtre aurait été comme l'outil principal, puis que c'était plutôt du théâtre que tu faisais dans cet atelier-là au Honduras, c'est ça? Bien, en fait, c'était des enfants des bidonvilles, fait que c'était des enfants qui travaillaient dans les marchés, qui sniffaient de la colle, il y avait beaucoup de consommation, fait que c'était surtout des enfants qui jamais de leur vie n'auraient touché à l'art, puis qui n'avaient aucun intérêt pour l'art, fait que c'était un peu de les... En fait, c'était le seul outil que je sentais qui était à ma portée aussi pour entrer en contact avec eux. Puis oui, c'est comme si je m'étais rendu compte que l'imaginaire avait une prise sur leur quotidien à ce moment-là, qui avait vraiment un pouvoir de... J'étais petite, hein, j'étais quand même... je baignais dans mon utopie. Non, mais j'avais 19 ans. Fait qu'il y avait... Oui, je me disais, je pense que j'avais adapté Saint-Exupéry, en fait, avec eux. C'est ça, finalement, ultimement, qui a quand même donné mon premier film, même si j'étais là pour surtout pas faire un film, là. Mais on est quand même tous un peu paradoxal. Le premier film qui s'appelait Les Petits Princes. Les Petits Princes des Bidonvilles. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Et la caméra est arrivée là-dedans comment? C'est-à-dire qu'après avoir travaillé avec eux ou... Bien, en fait, pendant. C'est que... je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on dirait que je pourrais parler de cette... Mais ça m'a vraiment forgé cette expérience-là. J'ai l'impression que c'est mon noyau, là. Tu sais, à cet âge-là où est-ce qu'on nous dit il faut que tu choisisses ce à quoi tu vas destiner ta vie, tu sais, il faut que tu choisisses ta carrière. Puis donc, j'hésitais beaucoup. Je suis arrivée donc au Honduras à 19 ans. L'ouragan Mitch venait de passer, donc le pays était complètement ravagé. Il y avait le taux de criminalité dans le tapis, tu sais. Puis donc, les enfants des bidonvilles, évidemment, il y avait une certaine tension. Puis je suis allée dans une ONG, une organisation non gouvernementale là-bas, en disant, ben moi, je vais adapter Le Principito, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais à la réalité hondurienne. Donc, un petit prince qui n'est pas blond, qui n'est pas blanc, un petit prince qui a les pieds nus. Puis je ne sais pas si vous êtes familier avec le Petit Prince, mais il y a ce magnifique personnage qui est l'allumeur de réverbère, el farolero en espagnol, celui qui obéit à la consigne sans savoir pourquoi. Puis eux, tout de suite, les enfants honduriens, ils disaient ça, c'est un soldat. Fait que c'est devenu El Soldado. Okay. Bref, ils l'ont comme tiré vers leur réalité. Puis on a joué la pièce dans la petite cour d'école. Et c'est ça, quand je me suis dit, il va falloir que je sorte une caméra. Il y a un journaliste qui est venu à passer. Il a fait une petite colonne dans le journal local qui est arrivée. Cette colonne-là est arrivée sous les yeux du président du pays. Le président du pays a ouvert les portes du Grand Théâtre national de Tegucigalpa. On s'entend, là, tu sais, c'est 800 places, des sièges rouges en velours. Puis les enfants des bidonvilles étaient sur la scène pendant 3 soirs, puis c'était salle comble. Puis je les ai vus se métamorphoser. Fait que c'est comme si... C'est ça. Moi, j'ai mon petit cap, là, de 19 à 20 ans, j'ai vu ça se passer. J'ai filmé ça tout croche avec une vieille caméra... avec des vieilles cassettes, là, que quand même mon père m'avait envoyées. On me disait, tu ne veux pas faire de cinéma? Check c'est toujours pratique d'avoir ton père qui est directeur photo. Bref, ça a donné mon premier... Oui, c'est ça. Ça a donné mon premier film, puis donc c'était avec ce film vraiment bancal, mais l'histoire était tellement... Puis les jeunes sont venus jouer à Montréal après. Okay. Il y a vraiment eu un... J'ai senti que c'était utile ce que je venais de faire, que les Petits Princes des bidonvilles, leur histoire allait durer dans le temps si je les filmais, puis qu'il y avait quelque chose d'important qui s'était passé pour eux et pour moi à ce moment-là. Fait que je suis rentrée à l'école de cinéma avec ce film tout croche. Tu es entrée à l'INIS, c'est ça? Oui, à l'INIS. Mais ton intention au départ, c'était d'aller en anthropologie, c'est ça? Oui, j'avais commencé anthropo, à Concordia. Mais tu as lâché vite pour aller à l'INIS. Oui, le cinéma m'a cette expérience-là au Honduras, ça t'a inspiré de recommencer, mais cette fois-ci avec un film absolument magnifique qui s'appelle « Si j'avais un chapeau ». Oui, tu as vu ça? Oui, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. Il y a un bon moment, par exemple. Si je me souviens bien, c'est ça, tu travailles encore une fois avec des enfants, tu leur donnes un chapeau. Celui qui a le chapeau improvise un peu. Finalement, ils construisent une histoire autour du chapeau. Et à la fin, tu filmes la petite pièce de théâtre qu'ils font. Des fois, c'est dans un fond de cours. Des fois, c'est dans... Alors, il y en a une histoire qui se passe à Montréal. Hochelaga Maisonneuve, qui est un pays en soi. La Tanzanie, c'est la Tanzanie? Tanzanie, une bonne mémoire. Est-ce que c'est le Pakistan ou c'est l'Afghanistan? C'était l'Inde, mais Hyderabad, donc l'Inde musulmane. L'Inde musulmane, c'est ça. Et c'est en Palestine? Oui, c'était la première fois que tu allais en Palestine? C'était la première fois. Okay, et il se passe quelque chose de tragique dans le film. Je ne sais pas si tu veux en parler de ça, mais à un moment donné, oui, dans le sens où ça aussi, c'est un accro. On est fabriqué de... J'ai l'impression que nos vies sont fabriquées de strates. C'est comme des chapitres. Puis
j'ai vraiment un chapitre palestinien dans ma vie qui a commencé à ce moment-là. Donc, on tournait ce documentaire-là qui se passait donc dans 4 pays, un peu à la façon d'un cadavre exquis, là. Le chapeau passe d'un endroit à l'autre, puis c'est les enfants qui décident quel pouvoir a le chapeau sur leur vie. Puis nous, on filmait tout le processus de création, donc à quel point il prenait cette idée-là, puis elle avait une emprise sur leur réalité. Donc, des fois, le chapeau aidait à passer le checkpoint en Palestine. D'autres fois, il sortait les guides de la pauvreté à Hochelaga. Bref, ils avaient imaginé qu'est-ce qu'ils voulaient que le chapeau ait comme impact sur leur vie. Puis donc, on travaillait avec des jeunes à chaque fois pendant à peu près 2 mois. J'ai fait ça avec Arnaud Bouquet, qui co-réalisait avec moi. Puis on se liait, donc évidemment, avec les jeunes parce que c'était un travail de fond quand même, puis on les voyait tous les jours. Puis en Palestine, on était dans un camp de réfugiés qui s'appelle Al-Amaré, qui n'est pas loin de Ramallah. Puis donc, les jeunes avec qui on travaillait, à un moment donné, comme ça arrivait quand même souvent, là, il y a un tank israélien qui passe, puis les jeunes se jettent dessus en jetant des roches. Puis le char israélien a écrasé volontairement. Je dis volontairement parce que, enfin, la voiture a reculé plusieurs fois sur lui, aller-retour. Puis c'était un enfant qu'on connaissait, tu sais. Puis on filmait parce qu'on était en train de tourner le documentaire. Donc on filmait. C'est Arnaud qui tenait la caméra. On avait ça devant nous. Et donc la responsabilité on était les porteurs d'images, en fait. Donc les parents de cet enfant-là, après qu'ils nous... Encore chavirés, leur enfant vient de mourir, on s'entend, là. Ils nous disent, vous avez les images, allez à Tel Aviv, il faut que le monde les voie. Là, tu sais, Tel Aviv, là, c'est comme sur une carte à vol d'oiseau, c'est quoi, 1h30? Mais là, avec les checkpoints, le mur de séparation, c'est un construction. labyrinthe pour se rendre à... Oui, puis là, on cache la culotte, non, la cassette dans les culottes pour pouvoir passer. Puis c'est vraiment parce que on veut faire ce qu'on est capable de faire, donc montrer ces images-là. Puis évidemment, on arrive à Tel Aviv, puis là, c'est grand. Tel Aviv, c'est comme New York comparé en Palestine. T'es vraiment... Le côté du mur, c'est complètement autre chose. Oui, c'est ça. Et pour eux, bon, là, ils revisionnent notre image, rewind, fast forward, pour nous dire finalement qu'on ne voit pas assez bien, que la nouvelle est déjà passée date, que... Il y a quelque chose, il y a vraiment la tragédie humaine dans la face, là. Tu sais, toi, moi, j'avais encore du sang en dessous des souliers, je me rappelle, tu sais, puis tu dis, voyons donc. Bref, ça a été, à partir de ce moment-là, on est retourné. Les images ont été finalement montrées sur Al Jazeera, donc une chaîne arabe qui avait vu ce type d'images-là plusieurs fois déjà. Mais moi, c'est le début de mon chapitre palestinien. Je dis ça parce que il a fallu que je retourne. Je me suis inscrite à l'université, j'ai appris la langue, j'ai suivi des cours de politique, je me suis promenée, tu as rencontré Arafat aussi dans le film, c'est ça qui est étonnant. Oui. J'étais peut-être trop humble pour le dire. Mais à la fin du film, toi et les enfants, en fait, j'imagine que tu es présente, là, on ne te voit pas devant la caméra, mais on voit les enfants qui ont participé à ton projet, qui rencontrent Arafat et qui lui posent des questions. Et c'est lui qui veut voir les images, c'est ça? Oui, Arafat, en fait, avait entendu l'histoire. Donc, ce qui venait de se passer, il savait qu'on avait été porter la cassette, qu'on avait essayé que ces images-là soient diffusées. Puis il nous recevait, en fait, il était dans la Mouketa, qui est un peu comme sa petite assemblée à lui, son micro-parlement qui était complètement détruit. Là, il habitait dans la moitié de la scène, là, ici, au milieu des piles de papier, puis tout autour avait été démoli. Puis il nous reçoit avec un jus d'orange, puis un plateau de biscuits. Puis moi, je me rappelle parce que tu as l'impression d'avoir une partie du 20e siècle devant toi, puis le monsieur... ultra touchant. Tu sais, je sais qu'il y a plein d'aspects condamnables à Arafat, on s'entend, là, mais n'empêche que c'est un immense homme politique. Puis la seule affaire qui insiste, c'est pour que je prenne les biscuits au chocolat parce qu'il trouve vraiment bon ceux-là, puis il voudrait vraiment que j'y goûte. Tu sais. Et c'était 3 mois avant sa mort, en fait. Ouais. Après ça... Et il t'a embrassé. Ah, il m'a frenché. C'est quoi la chanson de Charles Bois? Golda Meir embrasse Arafat, je sais pas quoi ça. Mais toi, t'as frenché. Anaïs Barbeau-Lavalette, t'as frenché Arafat. Mais c'était agressif ou c'était... Non, c'était traditionnel ou... Il y a des gens ici qui font oui. Non, mais faites juste un petit effort d'imagination pour vous rappeler des lèvres d'Arafat. C'est des lèvres charnues. Non, mais en fait, c'est ça, son... Attendez, là, je vais faire une mise en contexte. Là, on peut partir dans tous les sens avec cette histoire-là. Son attaché de presse m'avait dit, tu sais,
mais de façon très délicate. M. Arafat aime beaucoup les femmes. Je comprenais pas trop. Puis avant de partir, c'est ça, il m'a pris dans ses bras puis il m'a collé ses grandes lèvres charnues sur les miennes. Donc, c'est ça. C'est pour ça que mes chroniques palestiniennes... Est-ce qu'il avait mangé beaucoup de falafel, l'ail, avant ou tout ça? Non, mais des biscuits au chocolat. Ah, ben oui, c'est vrai. Chocolat. C'est ça. Et l'université où tu allais, là-bas, c'est l'université où Céline Galipo a étudié, tu le savais? Non, je ne savais pas ça. Là, ah, oui. OK. Donc, je me suis demandé si c'était une université quand même qui doit avoir un profil international assez... qui doit être reconnue. Bien, en fait, c'est la seule université en territoire palestinien, Birzeit. Puis il y a un endroit où est-ce que les étrangers peuvent aller apprendre, où il y a certains cours sont donnés en anglais. Mais je ne savais pas ça. Ben oui. Ensuite, tu t'en vas lentement vers la fiction. Et tu réalises Le Ring. Encore une fois, des histoires d'enfants dans des milieux difficiles. Là, évidemment, on revient au Hochelaga Maisonneuve. Je ne sais pas si vous avez vu Le Ring, parce que moi, c'est comme ça que je découvre Le Ring. C'est la première fois que je vois un film de toi. Le documentaire, je l'ai vu par après. Et c'est ça, c'est l'histoire d'un petit garçon de 11 ans, 11-12 ans, préadolescent, à peu près, tout ça. Acteur fabuleux. Je ne sais pas comment... Je l'ai trouvé dans un match de lutte. Un match de lutte. On parlait de lutte tantôt, puis c'est ça. En faisant les matchs, le ring se passe dans Hochelaga Maisonneuve, puis j'avais parcouru les matchs de lutte amateurs dans les sous-sols d'église et tout ça, puis il y en avait un enfant qui criait plus que tous les autres, puis on l'avait filmé. J'avais un chapeau, justement, on le voit. Il faisait partie des participants des 4 pays, puis lui était investi. Fait qu'il est venu en audition au milieu de beaucoup d'autres, puis il portait Hochelaga. Il marchait comme le quartier. Puis il y avait une présence. Donc, Maxime Desjardins-Tremblay qui a continué une carrière d'acteur, mais c'est ça. À l'époque, il avait 12 ans. Et toi, c'est un milieu, Hochelaga Maisonneuve, tu vas y revenir beaucoup, soit pour écrire là-dessus, ou ça va t'inspirer pour d'autres films, d'autres séquences de films, tout ça. Toi, tu n'es pas d'Hochelaga Maisonneuve. Toi, tu viens plus tu viens de Outremont, oui, on est à l'opposé. Est-ce que c'est une affaire? Est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce qu'il faut mettre des gants blancs? Est-ce qu'il faut lubrifier beaucoup les relations pour Bien, il y a certainement une frontière invisible dans le sens où... Moi, j'ai été à Hochelaga Maisonneuve parce que j'avais fait avant d'autres pays du monde, puis j'étais écorchée vive. Je me disais, c'est pas vrai, je vais rien faire. En allant en Palestine ou dans les bidonvilles ailleurs, je revenais chez moi, puis je me trouvais surprotégée derrière ma caméra. Puis c'est pour ça que ça, c'est la frontière invisible qu'il fallait que je traverse. Je suis allée donc rencontrer le docteur, le pédiatre social Gilles Julien, qui a été aussi une rencontre super importante dans ma vie. Puis lui m'a présenté à une enfant qui s'appelle Geneviève, qui n'est plus une enfant maintenant, mais qui est devenue ma petite sœur, en fait. C'est vraiment elle qui m'a présenté le quartier. C'est par les yeux de cet enfant-là que j'ai rencontré Hochelaga, et ses enfants et ses parents et tout. Donc ça a fait, en fait, rapidement, il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire que j'avais envie de rencontrer le vrai pays. Puis en étant avec Geneviève, autant moi, je l'amenais chez elle pour qu'elle... je l'amenais au Mont-Royal, elle pensait que c'était la campagne, elle n'avait jamais pris le métro, elle était en découverte totale, mais c'était à l'inverse aussi, là. Moi, elle m'amenait dans ces maisons-là, elle me présentait ses amis, puis je veux dire, c'est des rencontres marquantes qui ont donné « Je voudrais qu'on m'efface », puis Le Ring, puis... C'est comme si je me dis, je suis le relais de leur voix, en fait, tu sais, puis je me devais d'être le plus juste possible. Fait que pour ça, il faut les aimer, tu sais, t'as pas le choix, là, tu peux pas juste... Il faut les rencontrer en entier. Puis sur Le Ring, est-ce que c'est là que tu rencontres Émile? C'est pas pour le potitage, là, c'est juste curieux de savoir si vous êtes rencontrés dans un contexte artistique ou parce que vous avez une très belle complicité. Oui, on n'est pas pire. On s'est rencontrés. C'est drôle que tu dises ça parce que maintenant, pour le plaisir, si tu revois Le Ring, c'est la première fois de ma vie, là, ça fait un bout quand même qu'on avance ensemble, lui puis moi, que je jouais dans un de mes films, mais personne ne le sait parce que dans Le Ring, Émile fait un arbitre de lutte amateur. D'ailleurs, tu devrais tellement l'inviter à être arbitre ici parce que il était bon, extraordinaire. Ah ben, on l'invite, c'est sûr. non, c'est sûr. Non, mais moi, je voulais que les figurants dans Le Ring, ce soit le vrai monde de Hochelaga, ceux qui sont habitués. Tu sais, j'allais pas mettre des figurants UDA là-dedans, ça aurait été plate longtemps. Fait que c'est lui qui m'a dit, mais pour que ça marche,
tu sais, quand la caméra est sur eux, il faut qu'ils réagissent à quelque chose. Ouais. Fait que, hey, il a mis le feu, là. Tu sais, je peux pas OK. répéter la façon dont il dirigeait le monde, là, mais c'était, ouais, c'est ça. C'était investi, mettons. OK. Fait que, non, c'est pas là qu'on s'est rencontrés. On n'était pas encore amoureux, mais je pense que son OK. rôle d'arbitre m'a conquise. T'as quoi? Sur le matelas. comme on dit. La suite des idées. C'est... bon, et là, tu tombes enceinte, puis ça... Ben voyons! On pas dans le même shit. Non, mais... c'est parce Ça va que... vite de même! Non, mais je sais que ça s'est pas fait vite de même, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'il y a un lien entre, si on veut, ce que tu avais fait avant le Ring, le documentaire que tu avais fait sur les enfants en Palestine, tout ça, et qui t'a inspiré le film Inch'Allah. OK. Et ça, c'est d'ailleurs, un film que je pense que tu as eu le bonheur de faire avec ton père aussi. Ton Oui, père mon faisait père la caméra Almaz, là-dessus. ouais. Et tu étais enceinte, quand tu me disais tout à l'heure que quand tu es allé devant Téléfilm Canada, tu étais enceinte de 8 mois, puis Ouais. ils t'ont fait confiance quand même. Oui, bien moi, j'étais terrifiée parce que c'était un gros film, puis tu sais, j'avais l'impression, je voulais faire ce film-là, ça faisait longtemps que je l'écrivais, puis je me disais, en débarquant devant les institutions enceintes de même, tu sais, voir qu'ils vont confier des millions de dollars à une jeune fille pour son deuxième film pour aller tourner un film sur le conflit israélo-palestinien en Jordanie. C'est comme pas l'air toi, là, Mais finalement... les assurances devaient être un peu... Non, c'est ça, mais c'est là que je me suis dit, OK, ça fait un moment quand même, ça fait 12 ans, donc le monde était déjà en train de changer. Tu sais, ils ont dit oui, puis en plus, tout s'est organisé autour pour rendre ça possible. Donc une femme ne s'inscrit plus, n'essaie pas de se faire accepter dans un cadre, mais le cadre s'adapte à la présence d'une femme créatrice, par exemple. ben, si la femme tient son cadre comme il faut... Ouais, ça... Non, mais non, c'est ça. Je t'ai entendu dire ça à un moment donné, c'est ça que le cadre a juste à s'adapter. Tu sais, souvent, on essaie d'être accepté dans un milieu, d'être accepté dans un système. Mais au contraire, il faut dire au système de s'adapter à notre unicité ou à qui on Oui, est. parce que finalement, je pense que le système est plus souple qu'on pense. Tu sais. Puis je pense qu'il y a même envie de d'autres propositions. Tu sais. Puis je pense que, donc, ultimement, j'ai l'impression que ce film-là était meilleur parce que je l'ai tourné avec un bébé sur la hanche. Là, je fais une image, mais dans le sens où je me... Tu avais ton père pour garder le bébé aussi, j'imagine. Ben non. C'est pour ça. Dis-les donc que tu... Non, mais c'était beau quand même d'avoir cette filiation-là, tu sais, cette complicité de mon père qui tourne avec sa fille, qui a son premier enfant pas loin. Puis tout était organisé pour que je puisse aller allaiter mon enfant entre deux scènes. Puis il y avait vraiment une complicité de... Mais encore là, c'est ça. Il faut tenir son cadre solide parce que sinon, ça s'effrite, là. Mais je pense Puis que c'est un film très dur. Le sujet, c'est très, très... c'est très dur. C'est une femme médecin qui fait... Médecins sans frontières, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, elle était C'est ça. obstétricienne. Dans un milieu très, très difficile. Oui, en Sur territoire palestinien. Puis elle passe entre Jérusalem, donc Israël, puis la Palestine pour accompagner les grossesses. Ouais. Et c'est un film, c'est pas un film que tu as écrit, c'est un film oui, que tu l'as écrit en collaboration avec une scénariste. Avec Valérie Beaugrand-Champagne. OK, c'est ça. Oui, puis tu sais, central à ce film-là, donc à Inch'Allah, il y a la question qui continue de me tenailler puis qui résonne encore dans Chien blanc, c'est comment, comme personne blanche privilégiée, on peut être chaviré, bouleversé, transformé par un conflit qui n'est pas le nôtre, dont on n'est clairement pas la victime. Comment on peut y prendre part? Est-ce que c'est possible, tu sais? Puis le personnage qui est joué par Evelyne Brochu dans Inch'Allah, elle essaie, mais elle n'y arrive pas, en fait. Ça dérape, tu sais. Puis dans Chien blanc, prise un peu en sandwich entre, si on veut, les victimes palestiniennes ou les femmes palestiniennes dont elle s'occupe, puis elle entretient une amitié avec une Israélite qui fait partie des... Qui est au checkpoint. Qui est au checkpoint et tout ouais, ça. Donc elle est dans ce triangle-là. Oui. Oui, puis la scène, tu disais que c'est un film difficile, mais je raconte quand même parce que je trouve ça toujours incroyable, des fois, parce qu'on pense que la fiction imite c'est qu'on écrit un film et que la vie nous influence, mais des fois, on dirait que c'est la vie qui se nourrit de la fiction. Moi, je venais de terminer donc le tournage d'Inch'Allah, où est-ce que, donc, il y a cette scène hyper difficile, où est-ce que la Palestinienne, dont l'obstétricienne québécoise a accompagné la grossesse, accouche dans une voiture au checkpoint, puis il y a des complications, puis l'enfant, finalement, meurt au checkpoint, tu sais. Puis moi, quand j'ai habité en Palestine, c'est arrivé à la mère de famille chez qui j'habitais, le checkpoint barrait, ça arrive,
je pense souvent. Quelques mois après, parce qu'il y a eu d'autres enfants, je suis enceinte de... J'ai appris qu'elle en avait 3, parce qu'elle n'en avait qu'une. Puis donc, on se rend avec l'amoureux arbitre vers l'hôpital, mais il n'y a pas de checkpoint, mais l'enfant naît dans la voiture. On est tout seul, puis l'enfant naît dans la voiture, puis je venais de finir de tourner Inch'Allah, puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que la vie est en train de faire? C'est quand même fou. Ça arrivait plein de fois dans ma vie, on dirait que la vie fait un gros clin d'œil, donc il faut que je fasse attention à ce que je mets dans mes films. Écoute, bon, tu as continué à faire des documentaires aussi, tu as fait beaucoup de choses. J'en saute des bouts parce que je vais avoir le temps de se rendre à ce qui m'intéresse le plus, le théâtre, mais pas que ton travail photographique, et au contraire. Mais parlons de La déesse des mouches à feu, que tu fais en 2020. Puis ça, c'est après le roman de Geneviève Peterson, c'est ça? Alors, encore une fois, un milieu, mais là, c'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a aussi une progression dans ton travail. C'est beaucoup l'enfance, et là, tout à coup, c'est l'adolescence, et bon, plus tard, peut-être avec Chien blanc, tout ça, on s'en va vers le monde adulte un petit peu plus, la description des choix des adultes, tout ça. Est-ce que c'est conscient, cette chose-là, ou c'est toi qui grandis dans ta réflexion? Parce qu'on est dans l'adolescence. Oui, complètement. Le cœur de l'adolescence. Je sais qu'en lisant La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson, j'avais l'impression de lire, pas que j'ai eu cette adolescence-là, mais l'adolescence avec une certaine cruauté, brutalité, rudesse, tu sais, pas de prise de soin, un regard très, très franc sur l'adolescence. Puis je me suis dit, mais moi, j'ai pas vu ça au cinéma encore. Puis ça m'a vraiment tenté d'aborder l'adolescence de façon frontale comme ça, avec... Et encore une fois, dans un milieu, bon, c'est pas tout à fait, c'est pas Hochelaga Maisonneuve, là, on est quand même, c'était à Chicoutimi, je pense. Oui, c'est ça. Mais c'est encore dans le monde de la drogue, les difficultés, des milieux difficiles, des parents qui se séparent, les conséquences sur les adolescents. Mais parle-moi de ton processus, parce que je sais que peut-être tu travailles sur d'autres films comme ça, mais tu te permets de répéter ou de faire des rencontres avec tes acteurs avant. Bon, on est toujours au cinéma au Québec surtout, il n'y a pas de temps. On sait que c'est toujours, tu arrives, si tu es chanceux, tu as 30 jours de tournage, tu n'as pas le temps. Tu rencontres ton acteur pour lui expliquer un peu c'est quoi, puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment de... Mais toi, tu sembles faire... Peut-être pas des workshops, mais tu rencontres les gens, et c'était le cas là-dessus. Oui. Bien, en fait, c'était le cas pour tous mes films à date, mais c'est vraiment, on dirait que je vois pas d'autre façon de travailler que celle-là. Donc, pour la déesse, c'était vraiment fantastique parce que c'est une gang d'ados, donc... Puis on est allé à la campagne, à ma maison de campagne, pendant plusieurs jours, plusieurs fois, des séjours de comme 4-5 jours à chaque fois. Puis le directeur photo, là c'est Jonathan Decosse qui a fait l'image de la déesse des mouches à feu, vient avec nous avec la caméra du film. Pas une petite caméra d'emprunt, une vraie bonne caméra. Ce qui fait qu'on définit notre langage cinématographique en même temps, on répète des scènes, mais surtout les acteurs. Donc dans le ring, c'était une famille qui avait à se former. Dans la déesse, c'est une gang qui doit se tricoter en fait. Puis ces liens-là, on peut les jouer, mais... Mais il y a la présence quand même de la caméra qui est là pendant ces... Oui, mais c'est-à-dire que les liens deviennent vrais. Fait que le petit baveux dans le coin, bien là, je vois comment il résonne sur la fille, c'est quoi les atomes crochus. Puis évidemment, moi, je vais me nourrir de ça, ce qui fait que... ce qui peut avoir l'air de l'improvisation dans La déesse des mouches à feu, c'est des moments véritables qui sont arrivés dans ces pré-rencontres-là, que je peux relancer un peu... saupoudrer, en fait, les scènes qui sont vraiment écrites au scénario, mais que je sais que, mettons, ça l'a fait rire cette fois-ci, ça risque de la faire rire encore. Ou ça, il y a quelque chose de bien naturel dans ce type de complicité-là, je vais le ramener là. Mais tu consacres beaucoup de temps à ça? Ou est-ce que j'essaie de comprendre comment ça est, c'est niaiseux, je veux dire, budgété, par exemple. Comment dans un système, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens parfois pour faire des films ambitieux ici. Et comment j'imagine que ça fait partie de la... Oui, c'est discuté d'avance, dans le sens où moi, ça fait vraiment partie de ma façon de raconter une histoire. Si je le fais pas, je sais que je vais être moins bonne, donc ultimement que le film va être moins bon. Fait que, je veux dire, à partir de là, le producteur ou la productrice, sachant ça, on place les choses pour que ça soit rendu possible, tu sais. Pour le dernier film, ça a été beaucoup plus difficile à faire parce que c'était des acteurs qui venaient de partout pour Chien blanc, donc France, Vancouver, Toronto. En plus, c'était la COVID. En plus, on tournait
ailleurs. Fait que je me suis retrouvée je pouvais pas tant tourner dans les lieux du film, parce que d'habitude, je répète dans les lieux du film. Là, je pouvais pas répéter dans les lieux du film, mais on s'était organisé pour que l'hôtel où est-ce qu'on était logé avec Denis Ménochet, donc qui joue Romain Gary, qui est toute une bête. Hein? On pouvait pas normalement être dans la même pièce à cause de la COVID, mais ils nous avaient réservé des balcons connexes comme Roméo et Juliette. Fait qu'on était... Oh, c'était tellement épique. On était au 10e étage à s'envoyer des répliques de Gene Seberg puis Romain Gary en pleine COVID. En tout cas, on a contourné ça comme on pouvait, mais c'est ça. Mettons que c'était un petit peu plus Alors, difficile. un film très audacieux qui parle de ce chien qui a été entraîné finalement à être agressif envers les personnes de race noire, c'est ça, et qui tout à coup est hébergé ou ramassé par Romain Gary, c'est ça dans l'histoire? C'est ça. Et ils se rendent compte que le chien est raciste. C'est ça, oui. Et ils vont tenter de le... Parce que je paraphrase les synopsis, parce que je n'ai pas vu ton film, malheureusement, mais je vais aller le voir. C'est parce que ça m'a vraiment intrigué. Ils vont essayer de réhabiliter le chien. Ou redresser le chien. Il ne faut peut-être pas divulgacher tout ça, mais est-ce qu'ils y arrivent? Ou... Est-ce qu'il y a de l'espoir de transformer quelqu'un de raciste? Ben, c'est la question que le film pose, en fait. Donc, c'est une histoire vraie que Romain Gary a écrit en 1970. Lui a vécu aux États-Unis, à Los Angeles. Il était consul de France en 1968, marié à Gene Seberg, grande actrice, super impliquée, elle, avec les Black Panthers. Fait que, effectivement, ils trouvent le chien, ils aiment les bêtes. Ils découvrent que le chien est dressé pour attaquer les personnes noires, comme c'était commun, hein, d'ailleurs, là, les chiens blancs, les chiens pour attaquer les personnes noires. Puis, tout récemment encore, Trump, il appelait, pendant le mouvement Black Lives Matter, il bring the dogs. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, là, tragiquement. Est-ce qu'ils y arrivent? Je ne dirais pas, mais en fait, la question centrale du film, c'est la même que dans Inch'Allah, avec évidemment une histoire complètement différente. C'est comment, comme personne blanche privilégiée, ces deux personnes-là, qui sont complètement bouleversées par le racisme, peuvent prendre parti ou pas. Puis je pense que les deux, à leur façon, sont maladroits, entiers, mais maladroits dans leur façon de vouloir changer les choses. T'sais. Et ça aussi, c'est bon, évidemment, c'est basé sur le roman de quelqu'un d'autre, d'une certaine façon. Ce qui nous amène à parler de tes romans. Parce que moi, je me demande toujours, tes romans sont fabuleux. Pourquoi pas les adapter toi-même au cinéma? Je ne sais pas s'il y a une raison, si tu as besoin d'avoir une distance. Je voudrais qu'on m'efface, qui est devenue une série. Qui était adaptée une série télévisée que tu ne réalisais pas toi. Là, qui était non, c'est ça, c'est Éric Piccoli qui réalise super bien d'ailleurs. Puis tu sais, on s'est parlé, c'est quelqu'un que je respecte vraiment. Puis évidemment, c'est fragilisant laisser aller ces personnages, surtout que je les connais, sont tous inspirés de personnes que j'ai rencontrées puis que j'aime. Mais j'avais l'impression, dans ce territoire-là, je l'avais déjà raconté avec Le Ring, puis lui avait comme un second souffle à lui donner, puis je savais qu'elle allait l'amener ailleurs. Parce que, bon, après ça, va suivre La femme qui fuit, qui est un grand chef-d'œuvre, best-seller. Je lis les données, plus de 100 000 exemplaires au Québec, bon, qui remporte des prix, le prix des librairies du Québec, le Grand Prix de la Ville de Montréal, que moi, j'ai lu un peu en retard. Je ne sais pas pourquoi, là, j'avais entendu parler de tout ça, mais j'étais occupé. Non, mais aussi parce que c'est une période où je n'étais pas beaucoup au pays, c'était un peu avant la pandémie. Et quand on a commencé à faire le projet sur IAPEL, je commence à faire ma recherche, tout ça, puis à un moment donné, je m'intéresse aux signataires du Refus global. Et il y a des noms connus, des noms moins connus, hein, dans les... bon, je me suis fouillé qui est Yves Lassigné, je n'avais jamais entendu parler de lui, puis ça. Puis à un moment donné, je vois Suzanne Meloche, alors je vois... Et sur Wikipédia, à peu près, la seule affaire qu'on sait d'elle, à part qu'elle faisait partie du mouvement automatiste, tout ça, c'est qu'elle a inspiré le roman La femme qui fuit, d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Je dis, il faut que je le lise. Ça fait partie de ma recherche, tout ça. Alors, je m'oblige à le lire. Alors, je demande à mon assistant ici, j'ai dit, peux-tu me le procurer, tout ça? Il dit, il dit on l'a déjà. Il dit, elle te l'a envoyé, puis elle te l'a dédicacé. Puis ça faisait 1 an. Il y a 5 ans. Mais je n'étais pas ici. Alors, à ma grande honte, je prends le livre, tout ça. Et la dédicace, je ne me souviens plus exactement c'était quoi, mais ça disait... croyez-vous qu'il y a une matière à théâtre, quelque chose comme ça? Okay. Il y avait une note, ça me fait mon Dieu. Je dis,
pourquoi elle ne fait pas elle-même? Pourquoi, pas nécessairement théâtre, pourquoi elle ne fait pas un film avec ça? C'est tellement fort. J'imagine aussi que c'est déjà tout scénarisé d'une certaine façon, parce que j'imagine que la façon dont le roman est écrit aussi, c'est très cinématographique, si on veut. Hein, alors, je ne sais pas, est-ce que c'est par pudeur ou parce que tu aimerais avoir le regard vraiment de quelqu'un d'autre pour Oui, c'est une bonne question, pour vrai. Pour exorciser tout ça? Ou je sais pas. Ben, il y a plein d'éléments de réponse, j'ai l'impression, puis sont tous justes à leur façon, mais mettons, une des portes d'entrée, je reviens juste à Chien Blanc, mais après, je vais... Non, mais c'est parce que c'est une des portes d'entrée, c'est en lien avec la question, dans le sens où je cherchais ma légitimité dans Chien Blanc pendant un moment. C'est quand même un livre des années 70, écrit par Romain Gary, jusqu'à ce que je me rende compte en allant rencontrer Diego Gary, le fils de Jean Seberg et Romain Gary, qui habite en exil à Barcelone. Gallimard m'avait dit, si tu veux avoir les droits, il faut que tu ailles voir Diego, mais il n'y a pas de courriel, il n'y a pas de téléphone, bref. Et grâce à ma grand-mère, La femme qui fuit, le livre était traduit en espagnol, il sortait à Barcelone, j'avais l'adresse par Gallimard, La mujer que huye, le livre en espagnol. Je suis allée cogner chez Diego. Puis, je la raconte parce que je trouve que c'est une belle histoire. Puis, il m'a ouvert le portrait craché de Romain Gary. C'était vraiment déstabilisant, puis émouvant. Puis, j'avais le livre en espagnol, je lui ai parlé de Suzanne, puis on a compris quelque part que sans doute que Jean Seberg, sa mère à lui, et ma grand-mère, Suzanne Meloche, s'étaient côtoyées. Oui, parce qu'il y a eu un temps, Suzanne Meloche, elle militait avec les Black Panthers. C'est ça, à la même époque. Freedom Riders, Black Panthers, c'était des groupes très, très proches. Bref, donc la femme blanche dans une lutte qui n'est pas la sienne, qui se demande si elle est légitime. Puis je me suis rendu compte, j'ai mis ça dans Inch'Allah. Là, je remets ça dans Chien Blanc. Puis en fait, ma grand-mère avait sans doute ces questionnements-là de façon assez profonde. Bref, ça, je trouvais ça intéressant. Et donc, tu l'as convaincu de pour finir, oui, avec Diego, on a passé un après-midi à parler de ses parents. Lui, il se rappelait évidemment du chien qui débarque, il se rappelait toute cette histoire-là. Puis il m'a dit, vas-y, prends soin de l'œuvre et prends soin de ma mère, en fait. C'est aussi ça qu'il m'a dit. Parce que dans le livre original, Jean Seberg est presque pas là. Diego Gary, presque pas là non plus, l'enfant. Okay. Moi, je l'ai plus mis dans le film. Mais sinon, pourquoi pas... on dirait que... la femme qui fuit dans ma vie, on parlait de tsunami tantôt, mais je me vois plus comme, je sais pas, une grande rivière un peu plus tranquille que ça, là. Clairement, ouais, un tsunami, c'est intense. Non, mais... Moi, je me trouve douce, hein, mais en tout cas... je sais pas, la femme qui fuit, c'est ça, on se le disait rapidement tantôt, mais c'est un magnifique accident dans ma vie, là, dans le sens où je suis une faiseuse, j'aime ça, inventer des choses, puis être en action, puis un jour, c'est ça, j'étais enceinte de ma première fille. Mon troisième enfant, c'est une fille, puis le médecin m'a dit, il faut tout arrêter. Le deuxième est né dans un char, ça va faire. Elle veut venir trop vite. Fait que là, il a fallu que je m'immobilise pendant un temps. Donc, tu sais, la faiseuse était sur pause, puis c'est la première fois où j'ai remonté le fil de mon histoire familiale, puis il manquait une perle au collier du féminin. J'avais ma première fille qui s'en venait, je savais pas quoi lui dire sur cette absente-là. Puis c'est vraiment cet immobilisme-là, puis l'attente de ma première fille qui m'a conduit à ma grand-mère, mais je l'écrivais au-dessus pour être proche d'elle. La femme qui fuit, c'est tout écrit au-dessus, alors qu'elle n'a jamais voulu me rencontrer. Ouais. Si je m'adresse à elle, c'est sûr qu'elle est proche de moi, elle n'a pas le choix. T'sais. Derrière la femme qui fuit, il y a celle qui poursuit, puis c'était moi. Puis là, en écrivant, j'étais proche d'elle, pour ma fille, puis pour ma mère. Mais je savais pas que ça allait faire ça, tu comprends? Je l'écrivais pour ma fille, puis pour ma mère, puis pour moi, évidemment. Mais donc, le tsunami, c'est ce livre-là, tu sais. Dans ma vie, il a fait... Tu sais, après ça, il y a eu un avant La femme qui fuit, puis un après La femme qui fuit. Fait que pour me remettre les mains dedans, là, tu sais, pour dire, je vais faire un film avec ça, c'est... on dirait que je suis pas sûre que ça me tente. Mais en même temps, tu adores les mots.
C'est incroyablement bien écrit. Ça serait déflorer un peu le roman que d'essayer de le mettre en image, par exemple, ou le mettre en son, ou d'essayer d'y faire porter une robe. Comprends-tu? Il y a ça aussi, j'imagine, dans l'affaire. Mais tu sais, il y a des alchimies qui se peuvent. Là, mettons, la déesse aussi, c'est bien écrit, la déesse des mouches à feu. C'est pas ma langue, c'est une langue percutante. Fait que le travail d'alchimie est intéressant. Tu serais capable de le laisser se faire adapter par quelqu'un d'autre? Non, jamais de la vie. Non. En France, on m'avait dit, quand il est sorti en France, on m'avait dit « Ça ferait un magnifique film de Xavier Dolan. » J'ai fait hey, « Tu peux bien attendre. » C'est pas vrai. S'il y a quelqu'un qui le fait, ça va être moi, mais pas tout de suite. Un jour peut-être. Mais il va être au théâtre. Il y a Alexia Burgère qui va faire la mise en scène au TNM, puis adapté par Sarah Bertium. Oui, ça a été reporté avec la pandémie, mais c'est en grand chantier vivant en ce moment. Ça, c'est un scoop, par exemple. Ah, je sais pas. Ah, c'est un scoop. OK. On a un scoop. Super. Et ensuite, bon, évidemment, tu écris femme-forêt, femme-fleuve. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres femmes... Ben, il y a plein de femmes, là. Femme-ciel, femme, je sais pas. On pourrait. Mais non, c'est vraiment une trilogie. Je pense que là, je suis allée au bout du souffle de cette femme-là, en tout cas. Ouais. OK. Bon, c'est parce que je veux parler de théâtre, donc c'est pour ça que je suis un long chemin avec Anaïs à arriver au théâtre, mais en même temps, c'est pas complètement dissocié. Avec l'arbitre, oui. avec Émile, vous arrivez au théâtre par le biais du théâtre documentaire, que j'aime pas comme terme parce que je trouve ça difficile d'associer ce que vous faites au théâtre documentaire, peut-être parce qu'on a une image de c'est quoi le documentaire. Il s'en fait beaucoup maintenant au Québec, du théâtre documentaire, il s'en fait du très bon aussi, mais votre démarche est tellement différente, est tellement unique, est tellement... alors, par exemple, nous, on a accueilli il y a 2 semaines les gens de Porte-Parole qui sont venus présenter Rose et la machine. Bon, évidemment, ils ont une façon de faire. Ils font une enquête, probablement comme tu fais toi, tout ça. Ils s'intéressent à un sujet, à des personnages, tout ça. Sauf qu'ils le traduisent presque à 100% par le théâtre. Ils donnent la parole aux acteurs. Les acteurs parlent au nom d'eux, et où ils incarnent les personnages, où ils incarnent les situations qui ont été enquêtées. Alors, ça demeure du théâtre documentaire, tout ça. On le sent parce qu'il y a aussi un discours qui est pas juste narratif, c'est presque une conférence. Très souvent, tout ça. Alors, ça a ses qualités, c'est très beau, c'est très remarquable, tout ça. Mais dans ton cas, puis dans le cas de toi et Émile, votre première tentative, c'était Pôle Sud, c'est ça, c'est la première fois que... En fait, on a fait on appelle ça des documentaires scéniques, je pense, pour peut-être faire la différence avec quand c'est porté par un acteur. Notre premier documentaire scénique, ça s'appelait Vrai Monde, à la 5e salle, il y a un moment. Pôle Sud, ensuite... qui était à l'Espace Libre. À l'Espace Libre, oui. Qui parle du Centre-Sud. Exactement. Ça. Sauf que j'essaie de faire la comparaison avec ce que les gens de porte-parole, ou ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on appelle du théâtre documentaire, c'est que les gens dont il est question sont sur scène. Oui. Ce ne sont pas des acteurs, ils ne tentent pas d'être des acteurs. On entend leur vraie voix. C'est le cas dans Pôle Sud aussi, c'est ça. On entend leur vraie voix, on s'intéresse à eux, c'est toi qui poses des questions. Et les choses sont... On ne s'attend absolument pas à du théâtre. On se dit, si ça va être ça, OK, donc c'est pourquoi ça s'appelle du documentaire théâtre, je ne sais pas quoi. Et on est happé dans un monde poétique. Ça devient pourtant, il n'y a rien d'écrit dans le sens que les gens disent... alors, il y a sûrement un travail très, très, très sensible d'édition. Oui, tout à fait. Il y a des choix, ça c'est sûr qu'il y a une écriture à ce niveau-là, mais les gens parlent comme ils parlent, ils ont une façon particulière de se raconter aussi, et tout ça participe à l'art. Pourtant, il n'y a pas un artiste à la scène. Parfois, il peut y avoir quelqu'un qui fait un peu de macramé, là, mais et ça nous met, c'est envoûtant, c'est captivant, jamais on a l'impression d'assister à un documentaire. C'est comme si le documentaire avait été la source d'inspiration pour une chose qui est peinte, qui est mise en musique, qui est mise en image, qui est mise en scène, tout ça. Et il y a une très belle chose que tu fais, toi, parce que tu es présente sur scène. Oui. Et c'est très intéressant parce que tu ne dis pas un mot.
Tu te promènes. Bon, on dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle check-tu, voir s'ils sont dans le spot. Je ne sais pas au début. Puis à un moment donné, je ne sais pas, puis je suis intrigué, puis c'est une vraie question à laquelle j'aimerais avoir une vraie réponse. C'est que je me dis, bon, c'est une chose ou l'autre, ou c'est les deux, c'est-à-dire que il y a une honnêteté dans ça, de dire, ben là, on demande aux gens de venir sur scène, faire ce qu'ils font dans la vie, on entend leur voix, tout ça, on entend la mienne, donc il faut que j'aie l'honnêteté de faire comme eux, d'être là, puis et où c'est une présence quasi maternelle, c'est-à-dire que tu les accompagnes. Parce que ça doit être une chose pour ces gens-là, d'être sur une scène, il y a 600, 700 personnes dans la salle. Mais toi, tu es là, et pas qu'on a l'impression qu'ils vont tomber, que tu vas les ramasser, mais que si tu n'étais pas là, ça ne se passerait pas. Ça deviendrait du voyeurisme, je ne sais pas. Alors, je me suis interrogé, surtout quand j'ai vu Les Pas perdus. Oui. Mais on en parlera tout à l'heure plus précisément, mais dans Pôle Sud, c'est ça aussi. C'est-à-dire que... Je suis toujours là, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, donc, il n'y a personne là-dedans qui est habitué à être sur une scène. Personne n'est déjà venu sur une scène et personne ne reviendra sur la scène. C'est des gens qui vont retourner à leur vie après, puis qu'ils étaient dans leur vie avant. Bon, les acteurs aussi, vous me direz, mais ils choisissent pas la scène. Ils viennent offrir leur histoire, puis leur histoire, ils me l'ont confiée à moi et au micro. Jamais, moi, je vais les voir, je ratisse le territoire et je rentre chez ces gens-là avec seulement une preneuse de son et son micro. Donc, il n'y a pas de caméra. Donc, ça fait que dans la rencontre, on va très loin, tu sais. Finalement, il n'y a pas la pudeur que peut procurer l'image, tu sais. Fait que probablement, oui, il y a une question de sincérité. On a construit ça sur un dialogue. La rencontre s'est faite sur un dialogue. C'est Émile qui travaille à l'organisation de l'histoire en montage par la suite. Là. C'est vraiment un tricot, comment retisser cette façon de se raconter-là. Puis il y a vraiment un montage sonore qui vient soutenir notre dialogue. Qui vient du côté musical aussi. Musical parce que aussi. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il y a une signature musicale, même quand c'est pas lui qui fait la musique. Là. Oui, tout à fait. Musicale et narrative, l'art du récit, là, dans le Mm-hmm. sens où il y a vraiment... il choisit comment ces histoires-là vont être racontées. Il y a des grands pans des confidences ou du dialogue qui finalement ne se retrouvent pas là. Puis comment les personnages ça devient des personnages, là, vont se relayer ensuite sur la scène. Tu sais, pour répondre à ta question, pourquoi je suis là, je pense que, premièrement, si j'étais pas là, j'ai l'impression qu'il y aurait un vertige immense senti, pas tant par la personne qui accepte d'être là, mais par le public, qui sait que telle personne sort de son garage pour la première fois. Telle autre, c'est une concierge qui travaille de nuit, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, puis donc il ne faut pas qu'ils aient l'air jamais abandonnés là, même si on sait bien, étant donné que c'est une convention, ils sont sur la scène, leur histoire est projetée dans le théâtre, ils sont volontaires, ils sont consentants, tu sais. Mais le fait que je sois là, c'est un filet, je pense, un filet affectif pour le public d'abord, puis évidemment ensuite, oui, pour le complice, la complice qui a décidé d'être sur scène. Donc, ces deux spectacles, ou peut-être pas le Paul, mais peut-être on sait que Pas perdu a été repris au TNM dernièrement. Il va jouer chez nous, on donnera les dates tout à l'heure. Si on veut, l'avenir de ce spectacle-là, s'il y avait un avenir ou une tournée, je ne sais pas trop quoi, toi, obligatoirement, tu t'obligerais à être présente, c'est ça? Oui. Bon. Dis-moi, quand on voit ça, quand on voit votre travail théâtral, on a l'impression que personne sur scène a le trac. Puis pas juste parce qu'ils là sont habitués de le faire. On a l'impression que les gens sont tellement... De toute façon, ne sont pas sollicités à faire des choses. On ne leur demande pas de parler, on ne leur demande pas de jouer. Ils ne performent pas. Ils ne performent pas. Donc, il y a zéro trac et ça a une force que même les grands acteurs, quand on les voit jouer, c'est toujours un mélange de nervosité, de risques qu'ils prennent, d'illumination par moment, mais bon, c'est très sportif, jouer au théâtre. Et là, il n'y a rien de ça. Et on a l'impression que c'est nous
qui sommes fragiles, c'est nous qui sommes exposés, c'est nous qui alors, il y a un renversement. Moi, c'est la première fois que je voyais ça au théâtre. Et ça m'a vraiment bouleversé. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on parle de tsunami tout le temps. C'est ça que ça fait, un tsunami, ça ravage, là, ça défait les conventions. Je veux dire, métaphoriquement, c'est-à-dire que tu peux pas ensuite aller faire une mise en scène ou écrire un show ou jouer dans un show sans penser à ça, sans dire, OK, attends un peu, là, elle a dévissé tous les boulons de l'affaire. Mais c'est tellement fascinant parce que tu te dis, dans le fond, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui nous ont donné ce commentaire-là après être vus. Ils disent, mon Dieu, c'est un immense questionnement en profondeur sur leur façon d'incarner les personnages, sur la vérité, en fait. C'est un questionnement sur la vérité. Puis je pense que ces gens-là, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas le trac, parce que quand même, c'est une scène, ils savent que les gens vont entendre pour leur première fois leur rire, leurs hésitations, leur vie. Mais c'est vrai qu'ils sont cantonnés dans des gestes qui les habitent, en fait, avec lesquels ils sont habitués. Émile prend soin, justement, de vraiment les enraciner dans quelque chose avec lequel ils sont habitués de vivre, en fait. Il faut qu'ils soient confortables, parce que s'ils ne le sont pas, c'est terrible pour tout le monde. Mais je pense que le vertige que tu ressens, puis je pense que ce qui est tellement bouleversant, c'est cette espèce d'acuité, ce regard qu'on redépose sur ce qui est vrai. T'sais, on se re-questionne sur la vérité du geste. Ou ce qui est juste. C'est ça, ouais. Mais ce qui fait qu'après, je pense aussi que tu transportes des bouts de ce show-là dehors. Puis moi ça me fait ça aussi. C'est-à-dire que tu vas regarder les passants, les kidams, ceux peut-être que tu aurais juste effleuré du regard. On dirait que ton œil redevient en quête de cette authenticité-là ou de cette justesse-là. Puis la chose qui est maudite de tout ça, c'est qu'on n'est pas capable d'expliquer à quelqu'un. Moi, je ne suis pas capable de raconter le spectacle que j'ai vu et d'intéresser la personne. Parce qu'il n'y a rien de ce que je vais dire sans que la personne va dire « Ouais, mais là, c'est pas du théâtre. » Il faut que les gens fassent l'expérience de... Et c'est très difficile à vendre. Non, mais je veux dire, c'est très... C'est très difficile. Je ne parle pas juste par rapport aux spectateurs, par rapport à nos collègues, acteurs, créateurs, tout ça. On se dit, écoute, j'ai vu une chose hier, tu essaies d'expliquer c'est quoi. Puis j'ai dit, c'est belle plate. Non, mais je suis d'accord. Très c'est étrange. Super difficile à expliquer. Puis les salles sont pleines parce que le mot se passe. Puis les gens vivent vraiment quelque chose, je pense, d'inédit, tu sais. Puis... moi, ça me touche vraiment que ça puisse se déposer de cette façon-là. Moi, ça me bouleverse, mais de savoir que ce bouleversement-là puisse se transmettre, c'est merveilleux. Alors, une autre question à 1000 pièces. Vas-y donc. Pourquoi le théâtre pour ça? C'est une intuition que vous avez eue que ça se raconterait mieux au théâtre qu'au cinéma ou que dans un documentaire ou qu'à la télévision? En fait, c'est d'abord une fascination pour la parole humaine, dans le sens où, avec Émile, en regardant des documentaires, par exemple, de Raymond Depardon, on était assez épatés. Tu sais, il pose sa caméra, mettons, dans un institut psychiatrique ou dans un centre de police ou dans un hôpital, puis la personne va se raconter, et si moi, si je l'avais écrit, jamais j'aurais mis un rire, une hésitation ou ce choix de mots-là pour décrire ce qu'il y avait à décrire. Puis lui, il dit jamais j'aurais joué ça de même, tu sais. Mais l'humain dépasse toujours ce à quoi on va s'attendre comme auteur ou comme acteur. Fait qu'à la base, il y avait ça, refaire confiance à l'authenticité de la parole humaine puis à toute la surprise qui peut en émerger, tu sais. Fait qu'aller l'accueillir. Puis moi, j'adore ça, rencontrer des gens puis leur parler longtemps puis aller, tu sais, essayer d'aller voir les angles morts puis prendre le temps de faire ça. C'est rare qu'on le fait, en fait. Fait que... Mais est-ce que c'est une affaire aussi dans la fascination qu'on a pour ce type de personnage, ce type de façon de livrer la vie de ces personnages-là? Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est tanné de voir des acteurs se faire frapper par le char? Ce que je veux dire, c'est que les acteurs, quand ils racontent « Je me suis fait frapper par un char, puis l'année passée, c'était épouvantable, blablabla. » Puis tu fais « Mais c'était l'année passée. » Fait que, oui, tu peux être ému. Oui, tu peux revivre la chose, mais tu fais pas ça. Tu ne te refais pas frapper par le char quand tu racontes ça. Tu racontes que tu t'es fait frapper par un char. Et moi, souvent, au théâtre, c'est la chose qui me fait... Je comprends pourquoi les gens n'aiment pas le théâtre. Je m'assois là, tout ça, j'écoute l'affaire, puis les gens sont justes, ça joue bien, puis l'affaire, puis là, tout à coup, arrive le grand moment, puis là, je fais... Mais elle parle d'une affaire, oui, qui n'est peut-être pas réglée pour elle, ou qui est...
Oui, qui est une chose bouleversante, mais elle en parle. Puis donc, tu joues l'énergie de ce qui t'est arrivé, tu revis des choses, ça, mais tu ne te fais pas frapper par le char. Et moi, c'est toujours ce que Puis là, tu as l'impression que la scène est dépouillée de tout ça. Qu'il n'y a rien, il n'y a personne sur scène qui se fait frapper par le char. Mais je veux dire, c'est pas un bon exemple, mais... Mais qui se donne en spectacle, en fait. Il n'y a rien qui est... Oui, ou qui pense que la façon d'émouvoir les gens, c'est d'être ému. Oui, parce qu'ils ne sont pas là-dedans du tout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le spectacle. On revient à la justesse. Ils sont dans... Un des mots qui revient tout le temps, puis ça, c'est malheureusement un mot galvanisé, mais je pense que quand on dit c'est un spectacle humaniste, fait que là, les gens disent « Mon Dieu, quelle humanité! Ça me fait tellement du bien! » Puis là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense que c'est juste ça. Ça veut dire que tout à coup, ils côtoient une espèce de fibre humaine en voie de disparition dans le monde du spectacle. C'est parce que c'est une grande leçon, en tout cas, dans Les Pas perdus, moi, c'est ce que vraiment je suis sorti de ça, j'essaie de faire une analyse de tout ça. C'est une grande leçon de... C'est parce que dans le monde du théâtre, là, que ce soit en Europe, il y a un gros débat. Où est l'émotion quand tu es au théâtre? Est-ce que l'émotion est sa scène? Alors là, tu travailles l'émotion, mais l'émotion, il faut qu'elle soit dans la salle. Mm-hmm. Elle peut être sur la scène aussi. Tu peux être ému quand tu joues. Tu peux vivre des choses. Mais c'est pas là qu'elle est. L'émotion, il faut qu'elle soit là. Puis souvent, le théâtre, c'est que l'émotion est toujours sur la scène, mais il y a comme une affaire qui t'empêche, toi, d'être ému, je ne sais pas trop quoi, parce que tu deviens voyeur de l'émotion d'un autre, je ne sais pas trop quoi. Et ça me fait... C'est comme la preuve que tu peux... Puis il y a des choses incroyablement émouvantes qui sont racontées dans Pas perdu, mais tu pleures, puis tu es bouleversé, puis tu remets des choses en question, tout ça, mais la personne sur scène ne le fait pas, ça. Mm-hmm. Mais tu sais qu'elle est habitée de ça, qu'elle est habitée de cette démarche-là. Je dois maintenant interrompre cette partie de notre conversation-là parce que je me fais faire des signes en coulisses qu'il faut maintenant ouvrir au public. On peut entendre parler. On pourra parler pendant des heures, c'est sûr. Alors peut-être, est-ce qu'on peut... ouvrir ouais, c'est ça, monter l'éclairage de la salle un peu. C'est une belle salle, hein? Ben oui. Ça a pris 10 ans à concevoir ça. Ah, tu parles des gens. Alors, c'est le temps maintenant de répondre à vos questions ou d'avoir une conversation avec le public. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a une première question? Ah, bien, il y en a une en avant complètement ici. Bonsoir Anaïs et bonsoir Robert. 2 étoiles au firmament québécois et international. Moi, j'ai été très, très touchée par le film Inch'Allah. J'ai vécu 3 mois en Palestine, à Jérusalem-Est, au début 80. Années 80. Et j'aimerais beaucoup y retourner, mais je pense que je ne pourrais pas. Est-ce que vous êtes retourné assez récemment en Palestine? Non, la dernière fois que je suis allée, ça fait longtemps, c'est en 2005. Donc, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai parce que j'ai tourné des scènes d'Inch'Allah. Donc, c'est en 2010. J'ai tourné quelques scènes d'Inch'Allah au centre-ville, en caméra volée, parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. J'avais pas réussi à convaincre les producteurs de tourner là. C'était trop dangereux. Enfin, on avait tourné en Jordanie, mais on est allé en petite équipe réduite, tourner au centre-ville. Et tu as suivi Denis Villeneuve aussi, quand il a fait oui, Denis Villeneuve, oui. Il tournait... C'était dans ces années-là? Ou c'est les mêmes producteurs. Il avait pensé, il y avait de la suite dans les idées. J'ai suivi donc tout le processus de tournage d'Incendie en suivant Denis, donc avant, pendant, après. Mm-hmm. Puis comme on tournait Inch'Allah tout de suite après, ça a comme pavé le chemin un petit peu. Est-ce que le film a été projeté en Palestine et en Israël? Oui, il a été projeté. C'est super intéressant parce que c'est un public... de cinéphiles et israéliens et palestiniens. Puis je veux dire, je me dis que c'est quand même pour ça qu'on fait des films, pour ces rencontres-là, là, ce que ça génère après en termes de dialogue, puis de questionnement, puis de rencontres, là, ultimement, autour d'un film. Là. C'était assez mémorable, là, à Jérusalem, justement, la projection. Il faudrait que ce soit de nouveau projeté pour qu'on oublie le conflit qui est... tout à fait actuel. Mais c'est drôle que vous disiez ça parce que
j'ai les chroniques Embrasser Yasser Arafat qui sont sorties comme en 2012, je pense. Mon éditrice a dit on les republie là, dans quelques mois, justement pour garder ça vivant, en fait, parce que c'est ça, c'est un conflit qui est cyclique, là, ça finit pas. Merci. Merci. Je reprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Je voudrais d'abord t'exprimer mon admiration pour tout ce que tu fais. Puis, j'aimerais demander, les petits princes des bidonvilles, est-ce qu'il y a eu une suite à ça, dans le sens que, est-ce que tu sais ce qui est arrivé aux enfants? Ah oui, je le sais, je vais te le raconter parce que c'est beau. Donc, ben, pas tous évidemment, mais les petits points de rencontre que j'ai eus avec eux après, je vais essayer de faire ça brièvement. Après l'INIS, donc après mon école de cinéma, je suis partie faire il y avait un projet qui s'appelait l'Odyssée du volontariat. Donc, c'est l'ONU qui avait parti ça. Puis, on était 21 jeunes cinéastes dans 21 pays différents du monde. Puis, on était pairés par 3. Donc, j'étais avec un preneur de son kenyan puis un directeur photo polonais. Puis, on avait, c'était épique, magnifique. On était basés à Bruxelles, puis on partait à chaque 10 jours dans un pays différent pour aller faire un documentaire sur les volontaires qui travaillaient dans différentes situations. Donc, c'est après ça que j'ai eu besoin d'aller aider à Hochelaga Maisonneuve parce que je me sentais vraiment inutile. Et puis, oui, c'est ça. Donc, on était au Nicaragua. J'ai posé la caméra parce que j'étais à la frontière du Honduras. Puis là, ça faisait 5 ans que j'avais tourné Les Petits Princes des bidonvilles. J'ai traversé la frontière à pied, puis je suis retournée dans le bidonville. Mais tu sais, en 5 ans, c'est incroyable comme ça se transforme, là. Les maisons qui changent, il y en a qui se rajoutent. Il fallait vraiment que c'était un parcours un peu... fallait garder la foi que j'allais les retrouver, puis je suis retombée sur certains d'entre eux. Donc, il y avait Ada qui jouait la vaniteuse, la vanidosa, qui était toujours dans la même maison. Puis elle avait à ce moment-là 15 ans. Puis elle m'a demandé de dormir là. Je me suis couchée à côté d'elle. Puis elle m'a dit qu'elle était enceinte, que le papa n'était pas là. Puis on s'est tenu en cuillère pendant toute la nuit. Et puis finalement, je suis repartie. J'ai dit que j'allais être là en pointillé de mon bord du pays. Toujours quand même celle qui repart, mais les liens étaient forts. Puis Ada a donné naissance à une petite Anaïs. Et aujourd'hui, elles ont un salon de manicure, mère et fille. Ah, c'est vrai. Chez Anaïs. C'est pas pire, hein, quand même. Il y a plein d'autres histoires à raconter, mais celle-là est quand même jolie. Ouais. Est-ce que tu savais, Anaïs, que la conversation qui a inspiré Saint-Exupéry pour faire Le Petit Prince a eu lieu ici à Québec? Oui, j'avais su ça, mais tu fais bien de me le rappeler. Est-ce que c'est Thomas de Coninck ou... Oui, de Coninck, C'est Thomas ou je me souviens jamais lequel des... Ben oui, c'est vrai. C'est dans le Vieux-Québec. Ça, il y a même une plaque sur... Une plaque, oui, j'étais allée voir ça avec les petits, d'ailleurs, à l'époque. On était venus ici avec la gang des enfants. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et, moi aussi, je suis très admirative de toute ton œuvre que je suis depuis le début. Moi aussi, ça a commencé particulièrement beaucoup, par contre, avec Inch'Allah, parce que j'avais manifesté au début des années 70 à Montréal contre les occupations israéliennes. Alors, je dois dire que ça m'a particulièrement touchée. Mais j'aimerais aller davantage sur le terrain de... Ma question, ce serait, comment tu fais pour lier toute cette vie-là de cette extrême créativité avec ta militance aussi, avec Mère au front? Notamment, je sais qu'il y a beaucoup de créativité dans la militance aussi, mais j'aimerais juste avoir un petit aperçu. Comment tu fais pour lier tout ça avec des enfants, avec des projets à l'international? Ici, j'avoue que je suis gaga un petit peu devant tout ça. Alors, c'est ça ma question. Ça s'invente, là, c'est comme un équilibre. En fait, c'est pas vrai. Je vais répondre pour vrai à cette question-là. T'as peu. Je pense, j'allais dire que c'est un équilibre, c'est pas vrai. En fait, je pense qu'il faut comme accepter, embrasser le déséquilibre que tout ça veut dire. C'est-à-dire que, OK, puis tout ça est relié, tu sais. La militante Mère au front, là, c'est parce que j'ai des kids puis que je suis plus capable d'aller regarder dans les yeux avec ce qui se passe. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, wow, c'est pas vrai que ni les films ni les livres vont avoir un impact sur la crise climatique. Donc, c'était par survie, puis pour être capable encore de les regarder dans les yeux, puis pour être conséquente, puis de dire, OK, attends un petit peu,
on va inventer quelque chose. Puis le mouvement Mères au front est né de cette profonde impuissance-là, qui est allée rejoindre l'impuissance de d'autres mères qui étaient cantonnées chez elles, terrifiées par le manque d'outils, parce qu'on se dit, est-ce que la maternité est un outil ou une légitimité suffisante pour sortir dans la rue? Puis là, on est les premières, les femmes, à se dire, ben non, j'ai pas assez d'outils, je suis pas une scientifique, je suis pas une experte en telle question. Pourquoi j'irais, avec quel ressort j'irais prendre parti? Mais là, le fait, quand tu dis, t'as mis au monde, puis ceux qui sont en ce moment, qui gouvernent, qui tiennent les rênes du pays, sont pas assez conséquents, assez responsables pour protéger les petits que t'as mis au monde. Donc, ça donne la légitimité d'être en colère. Bref, ça a fait que beaucoup de femmes qui se sentaient pas outillées, pas légitimes, se sont levées, se sont unies. Puis on par la suite, fait leur devoir, a appris plein de choses, puis vont rencontrer des députés, vont rencontrer des politiques, puis nourrissent ces espèces de plaques tectoniques qu'on pensait figées tout à coup. C'est ça, quand les mères se fâchent, c'est qu'on est rendu, je pense, souvent à un point de tournant de l'histoire, puis on est rendu là. Mères au front, donc, est intimement liée à la maternité. Puis par rapport à votre question pour le reste des projets, c'est vraiment d'accepter que ça va être un magnifique chaos et de ne jamais perdre la joie dans ça. Moi, je pense que mon premier pouvoir de résistance, c'est la joie. C'est l'affaire que je pousse en avant. Fait que oui, ça va être parfois un peu tout croche, puis on avance en funambule dans ces horaires-là. Ensemble, l'ensemble est important. On est entouré de parents mes parents, les parents de mon chum sont là, mais aussi tout le petit réseau d'aimants qui se place autour. Puis d'accepter que c'est un joyeux bordel, puis que c'est comme ça qu'on va avancer dans la vie, puis que ça nous plaît comme ça. C'était ça la vraie réponse. On a le temps pour d'autres questions. Oui, là-bas. D'abord, écoutez, Anaïs, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis un fan fini de Romain Gary. J'ai à peu près tout lu ce qu'il a écrit. D'abord, je trouve que, malheureusement, on n'a pas vu votre film encore, mais je trouve que c'est extrêmement osé, il me semble, d'avoir voulu faire un film avec ce livre. Parce que quand on lit le livre, évidemment, il y a tellement d'émotions là-dedans et de déshumanité par rapport à ce que vous disiez tantôt. Première question. La deuxième, c'est, j'aimerais ça que vous nous parlez de Diego en quelques minutes. Comment cet homme-là réussit-il à vivre aujourd'hui? Est-ce qu'il vous a semblé heureux avec les parents qu'il a eus? La question centrale de Chien blanc, puis je l'ai dit tout à l'heure, puis c'est une question que je me pose depuis longtemps, c'est comment, comme ces personnes-là, blanches, Romain Gary, Jean Seberg, peuvent prendre part à un conflit qui n'est pas le sien. Puis évidemment que ce qui était le plus glissant, en dehors de la rudesse du récit, c'était comment mettre en scène des personnes afrodescendantes dans un film alors que je suis une cinéaste blanche. Puis moi, c'était ça qui me terrifiait. Est-ce que je prenais ce risque-là? Moi, je pense que l'histoire de Chien blanc est ultra pertinente à raconter aujourd'hui, justement parce qu'elle pose la question du privilège blanc, justement parce que récemment, Trump calait les chiens dans la rue, parce que Black Lives Matter, parce que toute cette histoire tellement récente que je trouve que Romain Gary décrit avec une intelligence brutale. Mais bon, le risque venait avec la réflexion sur la fabrication. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, on ne le fabrique pas comme je l'aurais fabriqué il y a 10 ans, il y a 15 ans. Est-ce que je le referais aujourd'hui, Chien blanc? Non. C'est ça qui se passe. C'est que je suis super fière du film. Je suis vraiment... tu sais, je pense que les questions que le livre pose sont ultra pertinentes, puis je pense que ça dérange encore de se poser des questions pertinentes puis écorchantes comme ça. Je pense que... Mais ça a été le film le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Puis je pense que je suis encore en train de m'en remettre, là, tu sais, à plein d'égards. Là. Ça a été une expérience vraiment écorchante, puis qui m'a fait vraiment me re-questionner sur la pertinence de mon métier. Tu sais, est-ce que ça valait la peine? Mais est-ce qu'il y a eu des réactions à date, ou est-ce qu'on t'a reproché d'avoir...
Non, en fait, là où je suis super contente, c'est que je travaillais avec des consultants, Maryse Legagnère, Will Prosper, puis sur l'équipe, il y avait plusieurs afrodescendants à tous les niveaux, au costume, au décor. Fait que les résonances de sensibilité, ils ont vraiment donné de la profondeur à la façon de travailler. Puis je pense qu'on a fait un pas dans la réflexion sur comment on fait. Est-ce qu'on reste chacun de notre bord? On a peur de se faire voler notre histoire, on a peur de raconter l'histoire de l'autre. On est-tu figé dans notre peur, fait que tout le monde se tait, puis comme on revient à ce qu'on est supposé raconter. Puis d'un bord comme de l'autre, on disait, ben non, ça n'a pas de bon sens. Puis des militants, là, mais non, ça n'a pas de bon sens, je veux que tu nous racontes, t'sais. Donc, alors, comment on fait? Puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu des prises de risque des deux côtés, on s'est vulnérabilisé des deux côtés pour essayer de réfléchir à comment on avance avec ces réalités-là, comment on va créer de façon responsable. C'est fragilisant, c'est un doute immense de plus, mais j'ai l'impression que ça a quand même... Mais tu as toute une réputation qui te précède dans ce domaine-là, ceci dit. C'est-à-dire que moi, je serais afro-américain et j'aurais tendance à dire, c'est pas ton... Mais si je regarde ton œuvre, je me dis, je vois avec quel doigté tu le fais jamais de façon maladroite, tu le fais toujours d'une façon où tu mets la cause avant toi. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être ça aussi. Je pense qu'il faut faire ses preuves, il faut montrer qu'on est capable de le faire. Ça fait partie de la confiance que les gens vont te faire. Tu penses pas? Ben peut-être. Reste que c'était difficile. C'était difficile, mais je veux dire, c'est toujours difficile. Mais est-ce que c'est ça? Tu sais, je sais pas encore. C'est difficile d'avoir du recul quand on écrit quelque chose, quand on fait un film, comment le film se dépose, quelle trace il laisse, c'est quoi l'empreinte. Puis c'est quand même pour ça qu'on le fait. Fait que, tu sais, les plus belles expériences que j'ai eues avec Chien Blanc, c'est quand il a été présenté à des publics de jeunes ados. Complètement multiethniques. Puis là, je me suis rendu compte que ça bouleversait des affaires essentielles, puis qu'il y avait des discussions qui naissaient de ça, mais Est-ce que tu penses que c'est la raison? Je sais qu'il y a un réalisateur qui s'est inspiré de ça pour faire un film, mais qui avait transposé ça, lui, dans l'Allemagne nazie. Donc, les chiens avaient entraîné... Les nazis avaient entraîné un chien à détester un juif, par exemple. Il avait fait une transposition. Est-ce que c'est parce que, justement, il trouvait peut-être que c'était trop risqué de se servir de l'anecdote de Romain Gary de façon directe? Peut-être. Tu sais, mais ceci dit, tu sais, pour répondre à la question du risque, justement, je pense que je me suis quand même vraiment passé cette réflexion-là. Je pense que ça fait partie du devoir d'un artiste à un certain moment de prendre des risques, de faire le saut. C'est pas confortable, tu sais, comme Femme Fleuve n'est pas confortable, Chien Blanc, c'est pas confortable, c'est des prises de risques, mais en même temps, je me dis, c'est vraiment beau de pouvoir le faire, tu sais. Fait que j'ai pas de regrets, tu sais. Quand je dis que c'est difficile, j'ai pas de regrets, je changerais rien, tu sais. Mais c'est ça, c'est des sauts dans le vide, en fait. Puis pour répondre par rapport à Diego, est-ce qu'il est heureux? Non, je pense pas qu'il est heureux. Il y a peut-être une raison. Ben, il y a plusieurs raisons, sans doute. Mais je pense que, tu sais, bon, on connaît un peu la fin tragique de ses deux parents. Jean Seberg et Romain Gary se sont suicidés à un an d'intervalle, l'un et l'autre. Puis Diego était évidemment celui qui les a accompagnés dans la fin, puis trouvés. Puis je pense qu'il vit avec ces immenses blessures-là. Il se reconstruit comme il peut. Il y a des bouts, je pense, sereins. On s'écrit des lettres depuis cette rencontre-là. Je pense qu'il y a des bouts plus sereins que d'autres. On aurait le temps pour une dernière question. Il y a une main qui s'est levée là-bas, de façon plus prompte. Bonjour. Moi, ma question était par rapport à la femme qui fuit. Vous parliez tout à l'heure de tsunami, du fait aussi que vous n'étiez pas la même après cette œuvre-là. Je me demandais à quel point ça peut être délicat d'écrire sur des personnes qui sont des vraies personnes, finalement. Dans votre cas, encore plus, là, parce que c'est des personnes qui étaient proches de vous. Comment vous avez navigué à travers tout ça? Ben oui, c'est sûr que c'est délicat. En fait, quand j'ai
senti que j'avais envie pour la première fois d'aller tirer le fil de cette histoire-là. Tu sais, moi, tout ce que je savais de cette grand-mère-là, c'est qu'elle était partie. Donc, c'était comme un trou dans l'histoire, puis je m'en tenais à ça. Puis, quand j'ai voulu compléter la part manquante, j'ai demandé la permission à mon grand-père, qui était malade à ce moment-là, mais bien vivant. Puis, il m'a dit « oui, fais-le ». Lui, il m'a dit « oui, fais-le pour l'histoire ». Puis, il m'a aussi dit, il me disait souvent que je ressemblais à Suzanne. Puis, je pense il y a une part de lui qui était vraiment content que je raconte ce morceau-là de l'histoire. Je pense que c'est ça. J'ai pas pu avoir son retour sur le livre, là. Je sais pas s'il aurait mis son stem sur toutes les bouts, je le décris lui, là. mais puis à ma mère, évidemment. Donc, ma mère qui m'a dit, ben vas-y, fais la recherche, mais dis-moi rien de ce que tu trouves, tu sais. Puis pendant que je la faisais, la recherche, par contre, elle s'est mise à m'envoyer ce qu'elle-même avait récolté pendant sa vie, puis elle avait beaucoup de petits morceaux. Puis avant d'envoyer le manuscrit sous presse, donc je l'ai écrit comme ça, mais j'ai eu le temps, j'avais un bébé sur la hanche, un manuscrit sur l'autre hanche, puis je suis allée voir ma mère, puis j'ai dit « OK, ça s'en va en impression, lis-le ». Et là, j'étais une flaque, hein, j'étais complètement liquéfiée, j'étais terrifiée. Puis elle m'a texté pendant la nuit. C'est très bien écrit, ma fille. Donc, elle l'a lu avec son regard de maman qui lit sa fille, plutôt qu'avec son regard de petite fille qui retraverse son histoire. Puis ça, je trouve ça encore vraiment généreux, puis amoureux, puis courageux. Puis elle, ma grand-mère, j'en ai pas pris soin. C'est-à-dire que j'ai pas fait attention, j'ai mis mes mains dans son humanité, dans sa chair, je voulais savoir comment elle danse, comment elle fait l'amour, comment elle vit, tout ce dont j'ai été privée, là, j'avais envie d'être dans sa chair, tu sais, puis j'avais pas envie d'être polie, tu sais. Fait que c'était total, là, c'était all-in, je pense, c'est pour ça que ça a donné ça, tu sais. Dans le sens où c'était qui cette humaine dont j'ai été privée, pas la grand-mère partie, non, la vivante, la jeune femme, la sexuée, l'humaine, là, tu sais, ma grand-mère. Fait que ça, c'est pour ça que je m'étais promis d'avoir du plaisir à lui redonner vie, tu sais. Puis j'en ai eu dans le choix des mots, j'en ai eu dans même les moments les plus difficiles à écrire, comme quand elle part, là, l'abandon. Ça a été super difficile à écrire, là. D'ailleurs, la première fois que je l'ai écrit, je m'étais réfugiée dans ma tête, tu sais, j'avais moi-même déjà des enfants, puis elle disait, c'était comme écrit en automate, là, tu sais. Puis mon éditrice, elle m'a dit, mais là, il faut que tu te connectes, là. Tu peux pas juste te réfugier dans ta tête, genre, elle la laisse derrière elle part, elle franchit la porte, ça marche pas. Puis j'ai demandé à ma mère de me répéter ce qui lui restait de ses souvenirs à elle, de ces moments-là, mais c'était diffus, tu sais. Mais elle se rappelait de l'autobus, la banquette collante, des petits bouts qui m'ont nourri, en fait. Mais ça a été douloureux à écrire, mais j'ai l'impression que quand même, je restais quand même dans le plaisir du choix des mots, puis de la rencontre, en fait, de toute la charge féminine que cette femme-là, j'imagine, portait. C'est ça. Alors, Anaïs, c'est l'heure et demie la plus courte que j'ai passée de ma vie. C'est vrai, je regarde. C'est fou, bravo, sérieusement. Merci! C'est un honneur. Non, c'est extraordinaire. Merci. Alors, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'aurais pas fait de cinéma si j'avais pas rencontré Robert Lepage quand j'étais petite. Que je lui ai dit que je fumais des joints en regardant le confessionnal. c'est pour ça qu'elle trouvait ça bon. J'adorais ça. Je suranalysais tout. Puis là, je veux dire, d'être en rencontre aujourd'hui avec Robert Lepage devant vous. Dis pas quel âge que tu as vu ça. Je suis devenue une femme. Écoute, merci infiniment, Anaïs. Merci au public. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé l'épisode, exprimez-vous et n'hésitez pas à lui donner une évaluation positive. À bientôt pour un prochain grand rendez-vous Diamant.